7. On commence. Bonjour à tous, bienvenue. Et merci d'être parmi nous pour cette table ronde sur la série fantastique. Sitôt après le déjeuner, j'espère que d'autres nous rattraperont après le dessert. Voilà, on va aborder quelques projets fort intéressants avec un panel d'intervenants qui sont tous issus du milieu de la production, mais avec des parcours, des profils très divers, qui soient issus de projets de séries longues, de mini-séries, format court, soit pour la télévision ou le web. On va essayer de dresser un petit peu le panorama de la production sérielle et de la place du genre dans cette production aujourd'hui. Voilà, je vais vous présenter les intervenants rapidement et puis ensuite chacun d'eux reviendra plus en détail sur le projet pour lequel nous les avons conviés. Je commençais par Fabien qui est à ma gauche. Fabien, tu as créé il y a quelques temps avec des amis à toi une société de production qui s'appelle Andera Production, d'abord association qui t'a permis de produire tes propres films, dont notamment le court-métrage Crise d'identité qui a gagné plusieurs prix en festival. Et tu développes actuellement, tu as réalisé la première saison de Mortus Corporatus, web-série à l'humour assez décalé qui a été diffusée sur YouTube mais également Web TV et plus récemment sur le replay de TF1 qui totalise aujourd'hui plus de 500 000 vues. Également été sélectionné dans pas mal de festivals, dont le festival de Luchon, La Rochelle, Bilbao, New York et Vancouver. Et vous êtes actuellement, toi et tes deux acolytes, Laurent et Virgile, en train de faire évoluer l'association vers une société de production, si je ne me trompe pas, pour envisager la poursuite de Mortus Corporatus ainsi que d'autres projets. Voilà. Thierry Vigneron, qui est ici à côté de Fabien, producteur et distributeur. Tu es gérant d'Atlantis Productions, société qui a été créée il y a à peu près 12 ans. Oui. C'est ça. Installé à Nancy, tu es un producteur fervent défenseur de l'identité régionale, disons. Tu as développé pas mal de projets de fiction, court-métrage, avec le soutien de la région notamment, et beaucoup de France 3 Région également. Tu produis également du documentaire. Et tu t'engages actuellement sur un projet de fiction qui va sans doute représenter l'entrée dans une nouvelle dimension pour la société. C'est un projet assez décalé dont tu vas nous parler, un peu ovniesque même, je pense qu'on peut le dire en ces termes, tu te formaliseras pas. 10 fois 6 minutes, qui s'appelle Atomic Panda. Clairement inspiré. Contre Killer Coccinelle. Contre Killer Coccinelle. C'est ça le titre entier. Contre Killer Coccinelle, c'est vrai que... VS. Ça pose le cadre. Voilà, projet assez loufoque, mais qui a quand même réussi à convaincre France 4. France 4, France Télévisions, France 4. France Télévisions et Sci-Fi aussi. Et Sci-Fi, voilà. Un projet que tu vas nous présenter tout à l'heure. Louise Barnatan, de la compagnie des Phares et Balises. Grosse société de production qui a à son actif plus de 300 documentaires. Et tu t'occupes plus particulièrement de la production de fiction télé. Voilà. Et notamment de projets comme Nicolas Le Floch pour France 2 et le projet pour lequel nous t'avons demandé d'intervenir, c'est plus précisément la mini-série Intrusion que tu as produite pour Arte, qui a été diffusée l'année dernière et qui a rapporté un franc succès critique, public également, et qui est assez singulier dans le paysage audiovisuel français, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Et enfin, last but not least, Christelle Gras, la société de production, les productions du 4 janvier, autodidacte, passionné de cinéma. Tu t'es formé à l'écriture scénaristique et à la réalisation avant de te lancer dans une aventure assez ambitieuse autour d'un projet de série de 10 fois 52 minutes, inspiré de l'univers post-apocalyptique, qu'emprunte un petit peu au survival aussi. Toi et ton co-scénariste Yoann Labrousse qui est ici, voilà, je le salue. Vous avez commencé par développer un pilote qui va, on l'espère, vous permettre aussi de convaincre producteurs et diffuseurs, distributeurs de vous suivre dans l'aventure. Voilà. Très bien, je vais maintenant passer la parole à Fabien pour commencer, qui nous présente Mortus Corporatus. Tu veux qu'on lance quelques images d'abord ? C'est toi qui décides.
Pour présenter viteuf, Mortus Corporatus, c'est une comédie, une web-série sur... donc ça parle de la mort et en fait de la grande faucheuse. Donc elle a créé elle avait trop de travail, donc elle a créé son entreprise. Donc c'est parti. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle ne tient qu'à un fil. Un peu de musique, ça allait un peu mieux, ça passe de suite. Donc du coup, elle a créé son entreprise, donc c'est une multinationale avec une grande hiérarchie. Et comme dans toutes les entreprises, il y a des gens qui commencent le métier et qui sont pas forcément doués. On suit particulièrement Gaspard, donc qui est un faucheur qui réussit pas ses missions. Et voilà, son boss, il en peut plus de le voir. Donc ses collègues, pareil, ils se foutent de lui à longueur de journée. Et du coup, son boss lui donne un apprenti. Il dit peut-être qu'à deux, vous allez vous en sortir. Et il se trouve que cet apprenti est très doué, très introverti, mais très doué pour faire le métier de faucheur, pour faucher les gens. Parce que du coup, leur mission, en fait, donc ils ont des missions, c'est de faucher les gens, en fait, en mettant en scène la mort des gens. Donc ils reçoivent une mission qui dit Tartampion doit mourir tel jour d'un accident de voiture. C'est à eux d'imaginer et de mettre en scène l'accident de voiture, ce qui va se passer. Et donc lui, Gaspard, a toujours des idées farfelues avec des mélanges voilà, un pigeon qui va faire tomber un truc, et il y a toujours ça se passe pas jamais comme il veut. Donc là, cet apprenti, lui, a un bon fonctionnement, donc ils vont réussir à augmenter un peu dans la société et peut-être prétendre à une promotion. Voilà. Je vous laisse regarder la bande-annonce qui en dit un peu plus. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est qu'elle ne tient qu'à un fil et finit irrémédiablement par la mort. Et ça, c'est le boulot de la Moring. Jour et nuit, une armée de faucheurs s'affaire à la tâche. Si tu veux, la Moring, c'est comme une multinationale. C'est une super structure, super organisée et super compliquée. Et ça, c'est moi. Ah, le faucheur le plus merdique que la Terre n'ait jamais porté. Oh, je pensais faire une petite pige en faucheur pour gagner ma place au paradis. Mais ça, c'est compliqué. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes nul, Chambon? Le directeur de formation m'envoie un apprenti. Je le mets avec toi. À deux, vous serez peut-être moins décevant. Puis Cyprien m'a rejoint. Et là, il s'est passé un truc. J'assure dans mon taf. Qu'est-ce que t'arrives en ce moment? C'est juste ce talent dont je vous parlais qui s'est réveillé. Être en compétition avec toi, c'est une insulte à mon travail. Cette promotion, elle me revient à moi, pas à toi. Je vais peut-être pouvoir compter sur lui alors. Hein? Ça fait bizarre quand même. Voilà, donc du coup c'est donc la première saison est en ligne sur YouTube et TF1. Donc en fait à la base on a produit ça, on était une association. Donc on est du Sud Aveyron, ça peut s'entendre un peu à l'accent. Et on a produit ça vraiment dans le Sud Aveyron avec des gens du Sud Aveyron, bon, à part les acteurs forcément, mais qui nous ont rejoints. Et donc du coup on a lancé ça sur une chaîne YouTube. Tout seul au départ, qui a commencé à bien marcher, et on a fini sur le replay de TF1, voilà la première saison, donc qui est toujours en ligne sur la chaîne Xtra, vous pouvez aller voir sur le replay de TF1, et là on est en train de préparer la saison 2, et TF1 va rentrer en coproduction avec nous, donc voilà, de quelque chose qui est parti, où on était tout seul dans notre Sud Aveyron avec un tout petit budget, mais voilà, ça commence à avancer pas mal, et on est assez fiers de ça. On peut prendre quelques questions au passage si vous voulez intervenir. Du coup, le financement et tout ça. Alors ben oui, pour la... Il y en a eu après coup, pendant? Non, la première saison a coûté 30 000 €. Et du coup, c'était vraiment au tout départ, en fait, c'était un court-métrage qu'on voulait, donc que l'auteur Thomas Pierre avait écrit. Nous, on cherchait des projets. Et ce court-métrage, voilà, il y avait déjà cette idée de faucheur apprenti, voilà, tout cet univers. On s'est dit, ah, c'est pas mal, on va essayer de le développer. On n'a pas eu les sous pour le faire, mais on a eu derrière des petites aides qui nous ont permis de faire des pilotes
ces pilotes, dont un a été sélectionné au Festival de Luchon. Donc entre-temps, on avait écrit une saison entière qu'on voulait vendre à la télé. On s'est dit, soyons fous, on va essayer de taper en haut pour voir où ça va. Et à Luchon, on s'est aperçu que ça allait être très compliqué, que des gens qui étaient déjà bien plus placés que nous, ils galéraient aussi pareil. Donc on s'est dit, partons sur Internet, on réécrit, on adapte et on va essayer de trouver un petit budget. Donc les premiers à nous aider, ça a été Roquefort, puisque du coup on est dans le sud Aveyron, c'est là où on fait le Roquefort, c'est la grosse société donc, qui emploie. Donc on s'est dit, allons les voir. On n'y croyait pas du tout, parce qu'on arrive avec une web-série d'humour noir, ils vont nous prendre pour des fous, et en fait ça leur a plu. Donc ils nous ont commencé à nous financer un peu. Derrière ça a aidé, on a eu des banques, et puis on a fait un financement participatif sur Internet. Et voilà, et ça a complété un peu le budget. On a eu l'Adami aussi. C'était une des premières aides qu'ils ont créées pour les web-séries. Voilà, ça a permis d'avoir un mini-budget où les gens n'étaient pas payés, mais on a pu défrayer un peu tout ça. Et voilà, derrière, alors saison 2, on essaie de monter un palier, d'avoir un vrai budget pour ce coup-ci. Mais là, c'était vraiment tourner en 15 jours. Voilà, très ambitieux, très pro, mais pas mal à l'arrache aussi, puisqu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Voilà. Alors, il y a aussi un distributeur qui vous a rejoint, qui ouvre de nouvelles portes aujourd'hui, Rock the Line. Voilà, c'est ça. Donc par la suite, on a lancé tout le début de la saison et les 8 premiers épisodes. Puis là, voilà, en cours de chemin, Rock the Line, qui est une boîte de distribution, nous a ouvert les portes et dit, si vous voulez, on peut essayer de porter votre projet. Et c'est eux qui ont ouvert les portes de TF1 et nous ont amenés sur le replay. Donc on a les 2 derniers épisodes qui sont passés en exclusivité sur le replay. Et ce qui a permis, voilà, nous on est sur la saison 1 de notre propre chaîne YouTube, il y a 120 000 vues à peu près. Et on est presque à 500, même maintenant 700 000 vues sur le replay de TF1. Donc ce qui permet de toucher des gens. Nous on était, voilà, parce qu'on est nos propres producteurs. On fait la communication, donc on est arrivé un peu au bout de ce qu'on peut faire nous, à notre petite échelle. Et puis là, d'être sur TF1, on a rencontré sur des messages de gens, on vous a découvert sur TF1, c'est génial. C'est voilà, d'être à côté du replay de Grey's Anatomy. Mortus. Donc les gens un peu curieux, ils ont dit, on voit, et si ça leur plaît, voilà, ils peuvent aller un peu plus loin, c'était sympa. Ouais. Alors, on va rester sur la thématique du... Une question, pardon. Juste, vous avez tourné avec quoi comme type de caméra? Alors c'est des Canon, les appareils photo Canon 5D, 7D. Voilà, puisque vu qu'on n'avait pas de budget, on a loué du matos pour le son. Sinon on s'est dit, voilà, c'est important d'avoir un bon son, ça fait la différence de suite. Donc ça, j'ai de suite mis les trucs, si on a un peu d'argent, c'est pour le son. Et après les boîtiers, c'était nos boîtiers propres, on en avait 3 et voilà, ça a permis de... Donc on a tourné beaucoup avec 3 caméras, donc c'était tout en même temps, parce qu'on n'avait pas trop le temps, donc un peu de lumière pour que ce soit pas mal, et voilà. La technique à jouer, il y a aussi l'importance du casting, parce que tu as eu la chance d'avoir des acteurs pros et assez fédérateurs qui ont vraiment réussi à donner aussi une identité à la série. Je pense à Fred Sorel, Lola Devers. Tu peux nous dire un petit peu comment s'est fait leur... Alors Fred Sorel, c'est un peu je l'appelle notre parrain, mais voilà, je le connais depuis très longtemps. Il était dans mon premier court-métrage que tu as cité tout à l'heure, de Crise d'identité. Donc c'est quelqu'un qui est de l'Aveyron, qui est sur Paris, qui tourne, qui avait beaucoup au cinéma, qui connaît énormément de monde. Et du coup, il était très fan de nos projets. Il a toujours participé d'une manière ou d'une autre, soit avec un petit rôle. Et là, c'était du coup donc il était à la base du court-métrage, il a suivi toute l'écriture, il était vraiment impliqué dans la production, donc il nous a permis de rencontrer plein de gens, et c'est lui qui nous a fait... Donc on était au Festival de Luchon, c'est lui qui nous a fait rencontrer Nicolas, qui nous a fait rencontrer Lola, pareil pour le personnage de Monsieur Blandin qui est joué par André Penverne. Mais de suite il nous a dit, mais il faut que vous contactiez Pépin, parce que voilà, ils sont potes depuis 25 ans, il a dit, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et Julien, qui joue l'apprenti, on le connaissait aussi d'avant. Donc ils étaient eux depuis le début du projet. Et en fait, c'était un casting. C'est vraiment Fred qui a été
la personne qui a regroupé un peu tous ces personnages. Trait d'union, ouais. C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment l'exemple là d'un projet qui a été autoproduit sur la base d'une idée originale, ce qu'on appelle couramment des films de potes, quoi. Et de fil en aiguille, vous avez réussi à constituer un réseau, à vous associer aussi des partenaires qui vous ont quand même permis d'entrer dans une autre dimension. Et puis là, vous allez pouvoir certainement produire de manière aussi en finançant davantage la deuxième saison. On a un autre exemple sur le web qui est, on le sent, un espace de création en train d'évoluer aussi. C'est celui d'Atlantis avec Atomic Panda. Alors la démarche est différente parce que là tu pars, toi, d'un projet de créa que tu présentes à un diffuseur. Oui, c'est ça. Avant d'engager vraiment le développement et le reste du tournage. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on s'est rencontrés. Je pense qu'on a tous eu des manières d'entrer dans le domaine complètement différentes. Donc nous, effectivement, on a tout simplement d'abord écrit le projet. Tout le monde a vu le titre, hein, c'était après une soirée pizza, bière, et passage de film, voilà, quoi, en disant on doit pouvoir faire la même chose. L'idée de départ en disant nous on veut faire ça, on veut faire ce genre de choses qui soit pas véritablement parodique mais plus un hommage. Enfin, on s'est lancé là-dedans. La question suivante est quel diffuseur on peut trouver en France, puisque le problème, si on peut l'appeler comme ça, il est bien là pour un truc de ce genre-là. Ça, évidemment, on l'a donc simplement écrit, pitché, on fait un développement d'une dizaine, vingtaine de pages, c'est tout, en disant voilà le principe du téléfilm au départ. Ça devait être un téléfilm d'1h30 qui était prévu là-dessus, et puis on l'envoie à quelques cibles où on sait qu'éventuellement ça peut donner quelque chose. À partir de là, effectivement, il y a l'antenne de France 4, donc télévision, qui nous ont dit être intéressés. Mais ils ont dit que vu que c'est quand même un peu n'importe quoi, ils arrivent même pas à dire le sujet. Hein. Le sujet du film, c'est un peu compliqué pour Atomic Panda contre Killer Coccinelle. Donc. Par contre, quand on rappelle et qu'on dit est-ce que vous avez bien reçu le dossier, tout le monde s'en souvient, il n'y a aucun problème. Oui, on l'a eu, on a vu. À partir de là, ils nous ont orienté donc vers le studio 4.0, le studio des nouvelles écritures, puisque ils servent à ça justement, en disant ça, à mon avis, ça peut les intéresser. Évidemment, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile quand tu as l'antenne qui appelle le studio en disant vous devez lire ça. 2 heures après, c'était lu. On avait le coup de fil directement en disant alors oui, effectivement, ça nous intéresse, mais nous, on fait donc du web, ce qui n'était pas prévu au départ, et est-ce que vous pouvez le saucissonner en faire une série? Donc on a fait, attendez, laissez-nous réfléchir. Oui, c'est bon, pas de problème. On va un truc avec un cliffhanger toutes les 6 ou 7 minutes, puisque c'est le format qui nous a été proposé au départ. Donc il faut qu'il se passe un machin hallucinant toutes les 6 ou 7 minutes et qu'il fasse attendre la suite. Donc pas de souci, on peut le refaire également. On a réécrit et ça a été donc après ils ont voté l'étape donc de développement avec une écriture payée par France 4, le studio 4.0. Et là, au jour d'aujourd'hui, on en est à l'étape, donc l'écriture a été validée au bout d'1 an. Ça pourrait paraître plus rapide pour écrire un film de ce genre-là, enfin une série de ce genre-là, mais c'est parce qu'il y a aussi tous les mouvements internes à l'intérieur de France Télévisions dans lesquels on est tombé. Des fois, pendant plusieurs mois, il se passe strictement rien. On attend simplement le coup de fil de savoir si on passe à l'étape suivante ou pas. Et donc là, on doit livrer le pilote le 30 mai. Donc on n'a aucune image pour le moment. La prépa a commencé la semaine dernière. Et si le pilote est validé, on tourne la série en été. Voilà. Donc effectivement, c'est une démarche, elle n'est pas inverse, mais totalement différente pour entrer dans... Et d'ailleurs, ça nous a été demandé au moment où on arrive à France 4, est-ce que vous avez, vous, déjà une communauté de gens qui suivent ce que vous faites déjà, puisque en web-série, on considère qu'effectivement, c'est beaucoup des gens qui ont commencé à faire des choses et qui ont déjà des followers, des trucs comme ça. Et nous, c'est un vrai projet de prod au départ, donc il n'y a rien de ce type-là. Avant, je faisais du documentaire ou des choses comme ça, et donc on n'en a pas. Donc ils ont dit, bon,
bon, très bien, c'est pas le problème. Avec le titre, normalement, on devrait réussir à vendre le truc. Ce qui s'est passé avec Sci-Fi aussi, il a pas lu le scénario, il a dit sur le titre, je le prends, je n'ai rien à foutre, c'est bon, ça passe. Je le mets à 20h, le public est déjà là, quoi. Donc ça s'est fait comme ça petit à petit. Et l'écriture, une fois terminée, effectivement, l'antenne, télévision, téléfilm, au début, qui ne voulait pas le prendre, le prend à nouveau maintenant. Ce qui fait qu'on a officiellement 3 diffuseurs. On a d'abord en web chez France 4.0, Studio Nouvelles Écritures. Après, on aura un passage sous quelle forme, qui n'est pas encore déterminé, soit tout recollé ou en forme d'épisode à l'antenne de France 4, et du Sci-Fi qui arrive en dernier normalement, puisqu'il est supposé mettre le moins dans le budget global. Voilà comment ça s'est passé pour nous, enfin comment c'est en train de se passer, puisque là on est vraiment en train de le faire. Bah, on sent bien. Oui, une question? Pardon. Alors, pour être très clair, donc 10 épisodes de officiellement 6 minutes, comme on est en web, on peut aller jusqu'à 7 sans retenue, on va dire. Donc on a 1h10 à faire, qui est budgété à 330 000 pour l'instant, avec France 4 qui met la moitié. Voilà. Si je ne me trompe, une saison de HeroCorp, c'est 1 million. Chez eux aussi, donc ils peuvent donner beaucoup moins. C'est tous les problèmes de négociation de début. Quand on dit web série, on en parlait tout à l'heure aussi, on arrive d'abord au rédactionnel qui regarde ce que vous faites, donc c'est formidable, c'est merveilleux et tout, et après ils vous donnent le numéro de téléphone de la prod et c'est plus du tout pareil. Donc la nana, elle a reçu le truc, elle l'a pas forcément lu, c'est marqué web série. Donc on vous propose 20 000 balles en disant bon bah c'est quoi, c'est des gens qui parlent sur un canapé, on fait quoi? Non, alors moi j'ai un panda géant, tout le bazar, qu'est-ce qu'on peut, il y a des coccinelles qui l'attaquent, s'il y avait 2 ronds supplémentaires, ça m'arrange quoi, parce que sur le papier ça a l'air vachement bien, mais on l'a vendu dès le départ comme voulant, c'est pas de l'animation, c'est un mec en costume qui va écraser des maquettes et tout, ça sera pourri exprès. C'est marqué en gros, hein, parce qu'on peut se tromper éventuellement, quoi. C'est donc en disant, non, j'ai pas besoin de 3 millions de dollars non plus, mais il y a un minimum, quoi. On a commencé à contacter les gens, effectivement, ça coûte quand même un bras pour même le costume en lui-même. Donc on a réussi, on en est sur cette base-là. Donc nous, on va essayer de le faire de cette manière-là. C'est vrai qu'après, on entre dans le giron, on valide le budget de production, tout est validé au jour d'aujourd'hui, même si officiellement, la série attend la validation du pilote. Mais tout est prêt, puisque chez eux, quand ils regardent le pilote, s'ils l'ont vu le jeudi, on peut être d'accord le vendredi. Enfin, d'après ce qu'ils m'ont dit la dernière fois, ayant travaillé depuis un certain temps avec eux, ça s'est jamais passé avec cette vitesse-là, mais c'est ce qu'ils m'ont promis. Donc tout est prêt pour dire, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et on y va. Mais de fait, tout est visé, tout le monde doit être payé au tarif syndical, ceci, truc, machin et bidule. Donc c'est vrai que même avec ce budget pour faire 1h10 de programme, c'est un peu chaud au cacao quand même, quoi. C'est ce qui est le budget virtuel pour l'instant, puisque j'en ai une partie qui est donnée par France Télévisions et je dois déposer, une fois que j'aurai le pilote validé, disant on fait la série, je dépose les demandes de subventions classiques, CNC, région et tout le bazar. Donc il y a un budget qui est virtuel au jour d'aujourd'hui. Il faudra se poser la question avant l'été de savoir si telle subvention demandée ou pas n'arrive pas, comment on fait? Est-ce que le panda a moins de poils ou ou est-ce qu'il y a une coccinelle au lieu de 2 millions? On verra. D'autres questions? Et alors comment tu as abordé l'écriture sur ce type de projet? Parce que on sent bien qu'il y a, en même temps ça a l'air d'être un Eldorado, tu as la possibilité d'inventer des choses, de mettre en place des dispositifs hyper innovants parce que c'est sur le web. En même temps il y a forcément un cadre très contraignant, c'est le format, c'est le budget. Au niveau de l'écriture, c'est plutôt technique, format et compagnie, effectivement. Au niveau de l'écriture, puisque on l'avait d'abord écrit comme un téléfilm, une fois qu'on est arrivé au Studio 4, ils nous ont dit on a l'impression que même vous êtes un peu retenu sur certains trucs et tout. Là, vous passez sur le web. Donc, officiellement d'ailleurs, d'après le CSA, le CSA n'intervient pas dessus. Donc, ils nous ont carrément dit vous pouvez faire n'importe quoi et faites-le. Donc c'est pas tombé, c'est tombé pile où il fallait, quoi. Donc on a développé véritablement en fonction de ça, que ça soit même dans les scènes de dialogue et tout, puisque pour nous ce qui était le plus important, si c'est un film une série de kaiju, de monstres géants français, on l'a écrit à 2 avec mon collègue Arthur Baudouin ici. Nous on est basé à Nancy, on est vraiment du coin. Et c'est surtout les scènes de dialogue quand il y a le général machin truc et tout entre les scènes de monstres où ils sont en train de parler en disant
qu'est-ce qu'on va faire, qui sont assez navrantes dans la plupart des films pour nous, et on a essayé d'en faire des moments où c'est vraiment n'importe quoi, effectivement. Et on a vraiment été encouragé là-dedans, il y a vraiment une liberté totale, il n'y a rien à redire là-dessus. Effectivement, après, il faut rester dans le 6 minutes, machin, budget, truc, c'est plutôt des contraintes de ce type-là qui va y avoir, mais autrement, pour le reste, c'est pas... au contraire, on nous encourage, et c'est presque, il y a une pression également, puisque France Télévisions dit avoir fait des études, et la moyenne d'attention de la personne qui va sur YouTube pour regarder une vidéo d'après eux est de 7 secondes. Donc ils ont dit, si à partir de là, la personne n'est pas restée sur l'épisode, c'est mort. Donc il faut que ça... Voilà, c'est même plus de l'encouragement, là, effectivement, il faut que ça soit n'importe quoi dès le début. Ce qui ne correspond pas, des fois, par contre, là, à ce qu'on voudrait faire. Ça dépend. Ce qui est une difficulté dans une série ou film ou arche, de films de monstres, puisque au début normalement ça doit être un peu mystérieux, on ne doit pas tout voir tout de suite, ou etc. Donc on a essayé d'équilibrer les premiers épisodes aussi pour qu'il se passe quand même des trucs, mais qu'on ne voit pas les bestioles immédiatement. Évidemment il y a une réadaptation assez vaste à refaire quand on réécrit la totalité de l'arche narrative qui n'était pas prévue comme ça au début. Ça c'est une contrainte par contre. Verdict le 30 mai. Pour le pilote, oui. Et du coup, il y a un casting, l'équipe technique. Tout à fait, oui. Alors, c'est sûr, on va tourner ici, normalement. J'espère que j'aurai la subvention de la région Lorraine. Et on va lancer effectivement le casting d'ici 15 jours, en tout cas. C'est quoi? Il était un tout petit peu tôt par rapport à maintenant. Alors, on a une difficulté, c'est qu'il faut on doit tourner d'abord le pilote, officiellement sans savoir si on va faire la suite. C'est une réalité, mais tout doit être prêt quand même. Et on doit le prévoir à des dates qui seront différentes, puisque là, pour les gens qui sont un peu dans le truc ou quoi, donc une fois que le pilote sera livré le 30 mai, j'aurai ma lettre de diffusion pour toute la série après. Donc c'est avec ce document que je peux soulever des subventions. Donc je dois faire les commissions qui donnent les financements après coup et avant de mon tournage. Donc j'ai une fenêtre très courte pendant laquelle je dois quand même préparer ce tournage, même s'il est supposé, entre guillemets, ne pas avoir lieu. Donc ce qui est... moi, j'ai représentant des producteurs pour quand il y avait encore la région Lorraine. Et c'était quelque chose qu'on essayait de voir entre nous en disant, moi, j'aime pas les gens qui font comme ça, mais là, par exemple, je suis obligé de faire comme ça. On est obligé de promettre à des gens, à une équipe technique et tout, qu'on tourne le 15 août ou à partir du 13, du 10, mais on ne sait pas si c'est véritablement vrai ou s'il va nous manquer 100 000 balles sur ce qui est prévu. Bon, ça, c'est le métier. Hein, voilà. Concernant l'aide de région, souvent on démarre le tournage avant d'avoir une réponse. Enfin, ça concerne surtout la région, mais souvent on est à l'aveugle. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas à l'aveugle de 2 €, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Faut être joueur. Hein. Le fait que les régions, là, ça n'a plus de changer, là. Donc, ce qui vous a été promis par la Lorraine, non, rien n'est promis. On ne vous promet rien. C'est vous qui déposez un dossier pour demander, s'il vous plaît, on aimerait bien tourner des pandas et des coccinelles avec l'argent public. C'est une réalité aussi quand même. Hein. Donc il n'y a rien de promis. On dit, nous, on voudrait faire ça, ça a l'air super marrant. On arrive, ça fait partie des obligations, puisque là on est dans le domaine du web ou de la télévision, d'avoir un diffuseur. Vous ne pouvez pas vous arriver en commission de financement production pour de la fiction si vous n'avez pas de diffuseur. Sinon ça ne marche pas techniquement. Donc normalement il y a tout un panel de gens qui ont dit que c'était vachement bien ce qu'on allait faire. C'est ce qui est marqué dans le dossier. Hein. Mais le comité de lecture a le droit de dire que c'est naze. Donc on ne nous promet rien, on nous promet juste qu'on va le lire et on va statuer sur ce que vous voulez faire. Ce qui est évidemment plus compliqué quand dès le début ça s'appelle Atomic Panda. Mais bon, ou pas, ça dépend. On ne sait pas qui va être dans le comité et qui va réagir. C'est pas un peu la roulette russe, ça dépend véritablement des sensibilités des gens. Là on n'a aucun pouvoir sur le feeling des gens qui vont lire le dossier. On espère que ça va réunir une dizaine de personnes qui sont à fond là-dedans, ou une majorité. Et en échange de ça, on emploie des gens sur la région, on fait travailler les locaux, enfin il y a quand même un échange. Il y a des règles d'intervention. On reçoit de l'argent, mais on a un minimum de dépenses à faire, à savoir au moins 25%, donc c'est pas rien.
à faire dans la région. Donc on ne prend pas l'argent juste d'une région et après on se bat. Enfin, voilà. Mais ça reste des comités officiellement artistiques. Si on promet de dépenser tant de pourcents, en général, la règle est de dépenser même plus que la subvention qu'on reçoit quand on tourne dans une région, dans cette région, mais le comité de lecture est un comité de lecture artistique, donc qui se prononce uniquement sur est-ce que ça a l'air bien ce que vous allez faire. Donc encore une fois, vu le type de dossier qu'on présente, c'est impossible de dire ce qui. Nous tous ici, on trouve ça trop rigolo, mais sur place, là-haut, moi, j'en sais rien. Oui. Et est-ce que vous avez, pour la préparation du pilote, par exemple, créé du lien à travers les réseaux sociaux pour justement créer une. Alors, par exemple, la production du pilote, donc, qui est l'épisode 1 sur les 10 épisodes, il est plus cher que les autres épisodes puisqu'il est fait tout seul. Donc il a un budget qui est à part, mais qui sera ensuite défalqué du budget global de la série. Donc par exemple, le pilote est à 50 000 € actuellement. Là, encore une fois, la chaîne de télévision, puisque c'est une chaîne de télévision, hein, qu'elle soit web ou autre, donne la moitié. J'ai déjà déposé une demande, effectivement, à la région Lorraine pour leur demander un complément de financement sur le pilote, qui est une aide qui n'existe pas encore. Donc ils ont bien voulu non pas créer une aide spéciale, mais dire que ça passe et on va statuer dessus en tant qu'aide au pilote pour une première fois, pour quelque chose qui est produit localement par une boîte locale et qui a une diffusion nationale, ce qui est quand même une première d'un point de vue fiction ici, même si ça reste un budget extrêmement modeste. Et donc effectivement, je parlais de ça parce que sur ce budget même du pilote, je vais déjà prendre de l'argent pour créer de la communication qui commence aujourd'hui. Là, j'ai quelqu'un qui est chargé de la com, là-dessus, qui vient de créer un compte Instagram, un compte à moi, parce que moi je suis vieux, je sais pas l'utiliser, donc c'est moi qui vais tweeter Instagrammer des trucs, mais en fait c'est pas moi parce que je suis là en disant il y a déjà une conférence à machin, Fantastica et tout, donc on commence là-dessus. Il y a tout de toute façon, le plan de com par rapport à ça est obligatoire par rapport à France 4. Ça fait partie du budget de la série en elle-même, de comment on va développer la com autour de la série. Ça, c'est fondamental. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a un maximum de clics chaque fois qu'un épisode passe, même si c'est pas chez eux, que ça soit piraté. De toute façon, après, c'est en embed sur YouTube et puis Dailymotion en même temps. Eux, ils veulent que ça clique et c'est tout. Donc on va même créer des Facebook des personnages de la série, comme si c'est eux qui envoyaient des trucs après la diffusion des épisodes, par exemple, en disant aujourd'hui j'ai trop fait de la merde, le panda, j'ai pas réussi à le viser, etc. Enfin, il y a tout un machin autour, il y a un site qui va être dédié à ça, il y a même des trucs complètement débiles sur, on a pris des thématiques comme il y a les pandas et les coccinelles, sur le rouge et le noir, et le blanc et noir, donc même avec rediffusion d'un match Juventus machin, chaque fois qu'il y a un truc qui est rouge et noir et tout, on le fait passer sur le site, même si ça n'a rien à voir avec la choucroute, enfin oui, il y a tout, donc on va essayer, on fait tout un truc autour pour que ça soit rigolo. Et on lance, alors pour l'instant c'est un Ulule le mois prochain, en financement participatif, qui a été accepté par France Télévisions, qui ne le voulait pas forcément au début, parce qu'ils ont dit sinon ça veut dire qu'on ne vous paye pas assez pour faire la série. Mais c'est pour surtout créer de la com, Donc en fait ils ont dit si c'est bon, sur lequel on va vendre des lunettes pour pouvoir regarder la série en Pandavision ou en Coxivision. Donc c'est des trucs noir et blanc ou rouge et noir en carton avec des trous dedans, c'est tout. Mais pour que, pareil, ça fasse du buzz autour du truc, par exemple. Vous avez demandé combien sur Ulule là ? C'est une excellente question. Je me dis que ça n'avait pas dit. On est en train de voir, ça sera entre 10 et 15, quelque chose comme ça, pour la série en elle-même. Et ça aussi, c'est tout un truc, bon c'est intéressant, mais c'est tout un truc légal. Officiellement, on a un pilote de signé avec France Télé. Je ne peux pas dire que j'ai une série. Oui, donc on demande un financement participatif sur une série pour lequel j'ai le pilote de financer. Il faut qu'on fasse gaffe à chaque mot qui est validé. Alors là, c'est même pas par le rédactionnel, par l'antenne légale qui regarde tout effectivement avant. Si on raconte pas des conneries, voilà quoi.
Et la chaîne vous laisse libre de piloter tout ce qui est community management, ou est-ce qu'il y a un service com derrière qui supervise ça? Non, ça repasse au rédactionnel qui regarde. Et surtout, encore une fois, après, qui nous renvoie vers la directrice de production qui elle, regarde vraiment, mais ce côté légal, qui ne va pas du tout juger sur quel est le contenu du site, est-ce que c'est bizarre ou quoi que ce soit. Le rédactionnel, on travaille ensemble quand même. Moi, j'ai pas ce sentiment, puisque ça fait plusieurs mois, qu'il y a un contrôle. C'est vraiment, tout le monde se lance, ils sont un peu, pour eux, c'est un peu nouveau aussi. Tout le monde essaie de faire en sorte que ça se passe bien et que le truc soit le plus vu possible. C'est vrai. Là, c'est pas de la langue de bois, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Tout le monde dit, bon, c'est un peu particulier, surtout en France et tout. On aimerait bien que ça soit vu, quoi, tout simplement. Alors, on voit bien que les diffuseurs sont en train d'évoluer aussi par rapport à ces questions de format. De rapport à l'audience, la tentation est forte pour eux aussi d'aller rajeunir leur public. Donc ça se passe effectivement sur le web et les réseaux sociaux. L'enjeu pour eux, ils se situe aussi en live sur la télé plus classique, plus linéaire, plus prescriptrice aussi. Et pour autant, on voit qu'il y a une inflexion aussi sur les politiques éditoriales. Ce qui nous amène à envisager le projet Intrusion. Louise, puisque c'était un projet qui a été diffusé l'année dernière, donc tu as aussi un retour par rapport à ça. Il y a d'autres choses qui sont faites depuis, mais le format était en soi assez inédit, puisque c'est une mini-série de 3x52, quelque chose qui est assez détonnant en paf en fait. C'est une question? Oui, c'est juste une question. Oui, 3x52, en fait, c'est un format inédit pour nous, mais en fait, c'est les Anglais qui ont inventé ça. Donc, c'est très spécial parce que c'est comme un grand long métrage, ça a une durée de 2h20, 2h25, donc c'est comme un long métrage. Et en même temps, il y a une logique et une écriture très propre à la série. Donc, c'est des scénaristes de télévision qui peuvent écrire ça plus que des auteurs de cinéma. Arte, n'ayant de limites éditoriales que l'argent qu'ils ont, ils avaient très envie d'explorer des formats un peu différents comme ça, qui occupent une soirée. Alors, ça peut paraître un peu indigeste, et ça l'est en vrai, un petit peu. 3x52 dans une soirée... On fait du binge-watching, mais quand même. Ça permet d'explorer plein de choses différentes parce que du coup, on peut... en gros, l'idée, c'est au lieu d'investir dans 3 séries différentes de 6x52, ils vont en faire 6 et qui font la moitié de temps. Donc, ça leur permet d'explorer plein de genres, plein d'histoires, de styles différents. Et donc, Intrusion, c'est aussi pour ça que... cette série a eu la chance d'exister parce que ça, ou En Immersion qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou encore le polar plus classique de Virage Nord ou d'autres, sont des tentatives et des explorations assez audacieuses. Je dis ça très objectivement, sans après les goûts et les couleurs, mais faire du fantastique en télé, Intrusion étant une série fantastique, drame psychologique, c'est quand même un petit peu... un peu audacieux. Alors justement, est-ce que tu veux revenir sur la jeunesse du projet? Oui, alors nous, c'était pas pizza bière, mais c'était un peu comme ça. En gros, je voulais travailler sur un sujet fantastique avec un scénariste que je connais bien, qui s'appelle Frédéric Azémar. On s'est dit qu'on allait faire un truc complètement barré, quitte à pas le vendre. Qui s'inspirait de tous nos films cultes, à savoir entre les Fincher, Cronenberg, L'échelle de Jacob, Memento, j'en passe. Et la littérature de Philippe K. Dick qui est très imprégnée de ce genre de sujet, notamment la réalité, à quel moment la réalité est la réalité, à quel moment le rêve commence. Et donc on a proposé à 2 autres scénaristes de travailler dans cette boucle formidable d'ateliers d'écriture, chouquette, café, clope, post-it, voilà. Et pendant 2 mois ça a été comme ça, et en fait ça a donné un très joli synopsis complètement fou qui racontait n'importe quoi, et on l'a vendu. Moi, et je précise quand même, donc il y a ces 3 scénaristes évidemment qui ont conçu cette histoire. Moi j'étais un peu à la fois modérateur, productrice évidemment, mais aussi je disais arrêtez de dire des conneries quand même parce que parfois c'était trop, et on y est allé en se disant au moins on aura proposé un truc qu'on avait très envie de voir en tant que spectateur, et ça a marché. Voilà. Et donc Arte est parti. Et Arte vous a fait à 100% confiance.
Et Arte nous a fait 100% confiance et nous avons écrit ces 3x52 en 14 mois, donc c'est plutôt court comme période. Et pour revenir au format, sur l'écriture, tu dirais que c'est une histoire qui n'aurait pas pu s'écrire sur un long métrage ou sur une série longue? Est-ce que vraiment le format a conditionné quelque part la narration qui est assez singulière? Oui, complètement, parce que... Mais on va voir la bande-annonce ou pas? Juste. Question. Oui. D'accord. Non, je réponds à la question. Non, parce que je repensais pas trop spoiler. La série aurait pu être écrite comme un long métrage. Oui, bien sûr. La série n'aurait pas pu être écrite comme une série plus longue. Dans le sens où là on est quand même dans une narration, alors on prend le temps et on est dans le drama, donc on n'est pas non plus comment dire, c'est pas un film d'action, mais on n'est clairement pas non plus dans une narration hyper longue. On a une forme de course contre la montre quand même dans la série qui est clairement qui ne peut marcher que quand on a un nombre limité d'épisodes. Après, on peut toujours développer des arches d'autres personnages, on peut toujours développer l'univers et tout, mais là, on est clairement dans une histoire écrite d'un point de vue, celui du héros qui perd la boule, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui bascule dans une autre réalité. Quand on écrit avec un seul point de vue, la narration, comment dire, c'est à un moment, c'est impossible de faire... Après, vous pouvez très bien raconter, vous pouvez faire ça pendant 14 heures, hein, si vous voulez, mais il faudra changer de point de vue. Il faudra être dans un point de vue, dans une ironie dramatique, ou du moins dans un point de vue omniscient. Or, ce n'était pas ce qu'on voulait pour justement s'accrocher au stress du personnage principal. On regarde quelques images. Ouais. Diaz. J'entends pas ça. Non mais c'est votre machine qui marche pas. Enfin, écoutez, enfin... Je suis désolé, Philippe. Tout va bien, je vous assure. Mais non, tout va pas bien. Je suis désolé pour ce soir. C'est le concert qui te stresse, je sais. Pas seulement. Mon frère aurait eu 40 ans hier. Qu'est-ce qui se Pour les troubles auditifs, on peut les voir du côté des acouphènes, mais pour les hallucinations, je peux te donner le numéro d'un spécialiste, un psychiatre. Et on t'a ramené ici. Je comprends rien, Qu'est-ce que je fais là? Elle est où, Astrid? Marc, mon amour. Comment on m'a appelé? Tu t'appelles Marc Kessler. Je suis ta femme, Jeanne. On est mariés depuis 9 ans. C'est pas la première crise que tu fais. Philippe, c'est ton frère. Toi, t'es Marc. C'est ça le réel. Ta vie. Je comprends pas ce qui m'arrive. Il faut que tu prennes ton traitement. Mon frère est mort dans un accident de voiture quand il avait 10 ans. C'est mon père qui conduisait. Vous êtes sûr de ce que vous me dites? Je ne suis pas folle. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas mon fils. Comme c'est votre première séance, on va mettre une intensité moyenne de 70 joules. Et on ne risque rien. Tout ça, c'est ma vie. C'est mon appartement, c'est ma femme.
C'est une question. Pourquoi Arte? Parce que c'est les seuls qui sont capables de faire des trucs comme ça. non, vraiment. Enfin, je déconne, mais c'est vrai. Canal, évidemment, est l'autre chaîne qui aurait pu prendre une direction comme ça. En fait, je sais pas, nous on a... Je sais pas, en fait, nous on a commencé à réfléchir sur un 3x52 parce que quand on a commencé à réfléchir à l'histoire, clairement on est vite arrivé dans une narration à 3 temps, 3 épisodes. Canal ne faisant pas des 3x52, bon, très simplement on a commencé à réfléchir vraiment spécifiquement pour Arte. On les connaît bien, moi je les connaissais bien déjà depuis un moment, je travaille avec eux depuis quelques années, donc on savait qu'on arrivait en terrain un minimum ouvert. Il faut dire que les Revenants nous ont ouvert une voie avec évidemment le fantastique sur Canal, mais là ça commence à changer. Mais Canal+, il y a 3 ans, quand j'ai vendu cette série, ne faisait en fantastique que les Revenants. Il n'était pas question de faire autre chose. Plus on avance, plus la révolution est en marche. Donc il faut dire qu'il y a 3 ans, très franchement, un truc comme ça nous aurait été, je pense, retoqué par Canal. C'est quand même un peu un télo. Hein. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Mais on part dans la psyché, dans les problématiques de rêve, d'onirisme, de folie. On n'est pas encore tout à fait. On est moins dans l'action, les guns, les meufs et la violence, quoi. Quand même. J'adore Canal, hein, mais c'est un petit peu, c'est un peu ce qu'il faisait, quoi. Ça commence à aller mieux. Tu dirais que les diffuseurs en général, au-delà de Canal et Arte, sont en train de aussi peut-être lâcher un peu de lest sur la création, ils sont prêts à tenter des choses, à prendre plus de risques. C'est clairement ce qu'ils sont en train de faire, hein, puisque on revient de loin, donc ça sert à rien de comparer avec les Américains, tout ça. Moi, je ne veux même pas aller là-dedans, ça sert juste à rien de comparer 2 systèmes et des millions de spectateurs de différence. Donc, on va juste parler du système français. Effectivement, à l'échelle européenne, on est encore très en retard, si on peut comparer ce qui est comparable. La fiction française n'est encore pas du tout au niveau que l'on souhaiterait tous, et voilà. Après, il y a clairement je vais y arriver, un chemin vers le... On a tous pris... Là, il y a un train qui vient de partir. On l'a tous pris en marche, même le service public, d'une fiction plus moderne, plus en phase avec ce que les gens regardent sur torrent et en streaming et tout. On va pas encore faire du HBO sur toutes les chaînes ou sur France 3, mais on y arrive, quoi. Voilà, après, une fois qu'on a dit c'est tout pourri, il faut fabriquer, allons-y, sortons les trucs, et voilà. Moi c'est ma philosophie, parce que ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu, donc je suis pas encore complètement blasée. Donc ce qu'il faut justement, c'est avoir c'est la nouvelle génération, que ça soit pour de la fiction prime time ou du 26 minutes en access ou de la web série, c'est aussi à nous de changer ça. Après, les chaînes, vraiment, pour le coup, on peut pas leur retirer ça, sont vraiment en train de s'ouvrir. Chacune à son niveau. Nous, encore une fois, on peut pas comparer avec les Américains, parce que ce que nous avons des Américains, c'est les meilleures séries, parce qu'il faut savoir qu'ils font un paquet de merde aussi. Et nous, c'est juste qu'on a le top du top qui nous arrive, donc on se dit que tout le monde fait du Mad Men, mais c'est pas le cas. Donc c'est génial. Et même TF1, qui est quand même la chaîne la plus formatée en France, est vraiment en train de faire des séries différentes. Après, on aime ou on n'aime pas, mais Profilage, Falco, Disparu, c'est France 2. Les Mystères du Lac. Ouais, pas trop. Ouais, si vous voulez, Mystères du Lac. Non, mais. Ou le Harlan Coben, là, Une chance de trop. Il y a encore 3 ans, c'était impossible que ça existe. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc on ne peut que y voir un cycle vertueux. Et encore une fois, chaque chaîne a son identité et son audience, donc il ne faut pas qu'on s'attende à avoir du leftovers sur TF1. C'est pas son ADN, et il faut pas. Chaque chaîne est différente, mais c'est extraordinaire d'avoir 2 chaînes pilotes, dans le sens poisson pilote, telles que Arte et Canal.
parce qu'elles aident énormément à rendre les choses possibles, quoi. Et ça, c'est un système économique comme tous les autres systèmes, hein. On fait pas de l'art juste pour de l'art, quoi. Non, mais c'est une prise de risque qui est payante aussi. Enfin, on voit les résultats de la fiction sur 2015, ils sont quand même particulièrement... Excellent. Ça n'a jamais été une année aussi... Voilà. C'est un grand cru. Bon, après, il y a des séries que nous apprécions moins, mais encore une fois, le public fait sa fiction aussi. On a tendance à dire que la France, c'est tout pourri parce qu'on fait que des séries nulles ou je sais pas quoi. Tout le monde crie sur Plus belle la vie et Joséphine Ange Gardien. On en pense qu'on veut. Néanmoins, d'abord, ça fait travailler beaucoup de gens. Et puis surtout, le public aime. Donc, on n'aurait pas 5 Joséphine Ange Gardien par an s'il n'y avait pas 6 millions de spectateurs à chaque fois. Donc, enfin, il y a de la télé pour tous. Et moi, ce que je trouve super, c'est qu'on a pris... je suis hyper optimiste, hein. De nature optimiste. Je trouve ça super qu'on ait tous pris un peu le pas, qu'on ait tous pris le train en route pour partir là-dessus. Et franchement, Arte, pour le coup, joue énormément en tant un peu d'éclaireur quand même en termes éditoriaux. Et tu dirais qu'il y a de la place pour des nouveaux entrants dans ce paysage mais il faut renouveler absolument. Après, c'est comme tout système, il faut absolument aussi apprendre des générations au-dessus de nous, les producteurs, auteurs, réalisateurs, qui ont quand même l'expertise et la connaissance. Donc moi, je ne suis pas trop pour tuer le père, comme on dit. Ça, je trouve pas ça très intéressant. Il faut qu'il y ait aussi plus de communication entre les générations, mais ça, c'est une problématique que tous les milieux rencontrent. Après, il y a évidemment de la place pour les nouveaux entrants. La preuve en est que les boîtes de production se regroupent, on s'achète, on se revend, les boîtes de cinéma entrent dans la fiction et décident de s'y mettre aussi. Et pas juste parce que c'est un système où ça va un peu plus vite en termes de trésorerie, c'est aussi parce que ça intéresse tout le monde. C'est un format de narration et d'aventure audiovisuelle extraordinaire. Ouais, puis c'est le temps pour un renouvellement de génération aussi, et peut-être pour des initiatives qui seraient plus débridées parce que moins conditionnées aussi par une habitude de travail qui aurait été gagnée au fil du temps. Il y a beaucoup ça aussi, sur les méthodes d'écriture. Et France Télévisions, France 2, parce que j'en ai pas trop parlé, mais France 2 vient d'annoncer la semaine dernière au FIPA vouloir développer les cases de deuxième partie de soirée, ce qui est une nouveauté pour nous en France, ce qu'on n'en avait jamais eu avant. Donc c'est l'idée de faire une deuxième partie de soirée un peu plus pointue, pour des sujets moins simples pour le prime, pour un spectateur un tout petit peu plus âgé. Ils vont aussi essayer de revenir à du 26 minutes, qui là aussi va permettre d'explorer la comédie ou même du drama, mais plus comment dire, avec des concepts moins ardus. Enfin, normalement, si tout se passe bien et si les uns et les autres remplissent leurs engagements, d'ici 5 ans, ça va encore s'améliorer. Le seul problème, c'est que c'est très long, c'est tout. Il faut être hyper patient. Et persévérant. Ouais, et quand même essayer de s'intéresser à tout ce que fait la fiction française, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'on peut passer à notre dernier exemple, du coup, parce que ça illustre pas mal ce que tu viens de dire, justement. Ouais. Une question sur le projet ? Ouais, allez-y. J'ai l'impression qu'il y aura un seul réalisateur pour les 3 épisodes. Oui. Comment vous l'avez choisi ? Je suis allée dans les annales de Gérard May et un peu quand même, parce qu'il avait été membre du jury. Non, en fait, je me suis intéressée au réalisateur de longs métrages qui avait fait du fantastique. Donc je me suis fait une petite liste. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais non, et puis surtout quelqu'un qui quand même saurait remplir le cahier de charge, hein, parce que moi je dois faire ça en 30 jours avec tant d'argent, enfin voilà. Donc du coup j'ai fait une petite liste, j'en ai rencontré plein. Il y en a qui m'ont dit au secours, 10 jours par épisode je me casse. Il y en a d'autres qui ont fait génial. Et après il y a la validation de la chaîne qui est hyper importante, parce que voilà, si monte pas patte blanche et s'il plaît pas à la chaîne, c'est niette, hein. Enfin c'est quand même le client, donc ça marche comme dans un rapport un peu de publicitaire.
Donc Xavier Palud, qui est le réalisateur de ma série, a été évidemment plus que validé par la chaîne et on est parti comme ça, main dans la main, chercher des idées, des solutions pour tourner dans cette charmante région, puisque maintenant c'est l'Alsace aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Sur des critères évidemment artistiques et quand même de faisabilité derrière. Est-ce que vous avez eu 30 jours pour tourner les 3 épisodes? Le temps moyen pour un tournage d'un épisode de 52 minutes, quelle que soit la chaîne, c'est environ 10 jours. Quand on a beaucoup d'argent, à savoir par exemple sur Canal, on prend 11, mais presque jamais 12. Après, ça dépend. Après, c'est la grosseur de l'équipe qui change. Bon, bah moi, elle a été légère et c'était 10 jours par épisode, donc 10 x 3. Voilà. On passe peut-être rapidement, on en prend le temps justement d'aborder Reset. Et puis après, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on revienne peut-être sur des questions plus transversales ou que l'on approfondisse si vous le souhaitez sur un projet ou un autre. Christelle, je te laisse te présenter Reset. Alors, Reset, c'est un drame post-apo. En fait, pour vous expliquer le début du projet, on a fait au départ, on était parti sur une web-série qu'on voulait un peu rigolote avec des zombies. Et à force d'écriture, on a eu envie de développer plus les personnages, l'environnement, la mythologie, etc. Donc, on est finalement parti sur un projet de série. Et quand on est parti sur un projet de série, on s'est dit qu'il fallait qu'on tourne un pilote, enfin un teaser d'abord, après un pilote. Donc on a fait une campagne Ulule, on a récolté 25 000 €, donc ça c'était pas l'été dernier, celui d'avant. Et donc on a tourné un pilote l'année dernière de 32 minutes. Donc nous on est des total indépendants, on a tout fait nous-mêmes de A à Z. Le scénario, j'ai réalisé le pilote, on a fait la production aussi, après on a été aidés, on a travaillé avec 175 personnes, je crois, en tout, entre la pré-prod, le tournage, la prod, enfin post-prod, tout ça. Donc voilà, et nous, on est vraiment encore au stade où, pour l'instant, on n'a pas de diffuseur, on n'a pas de prod. Et quand notre pilote sera achevé au niveau de la post-production, on va aller démarcher. Voilà, ce sera le moment d'aller démarcher les producteurs et diffuseurs, parce qu'on est une toute petite boîte de prod et qu'on a besoin d'un costaud avec nous pour porter un drame post-apo avec des épisodes de 52 minutes, des web épisodes entre chaque épisode, parce que c'est un projet transmédia qu'on aimerait transmédia. Voilà, donc on en est à ce stade-là. Voilà. Et après, je sais pas, peut-être que... on voit quelques images et puis on y revient. Pas du son. Oh, oui, aussi. Trois mois chiant des seaux, à vivre les uns sur les autres. Supporter l'odeur des morts, cafards. Le silence. Le silence, mec. Bouffer de la merde en boîte, jeter les corps par les fenêtres, tout ça, c'est pas vraiment ce que j'appelle la baracasse, tu vois ce que je veux dire. Personne ne sort d'ici, Siaka. C'est du suicide. On a survécu jusque-là parce qu'on est restés ensemble. Il est hors de question qu'on perde quelqu'un d'autre. Il y a un gosse. Je suis désolée. Il y a un gosse là-bas. Vas-y, tue-moi. Ça changera quoi? Tire! Et parlez à moi là. C'est pas une grosse merde, vas-y, tire!
Voilà, c'est super gai, donc on est en plein dans la série comédie. Et ouais, voilà. Alors justement, c'est pas si dark que ça. Enfin, la manière dont tu le décris aussi dans la note d'intention, etc. C'est pas uniquement une série post-apo complètement gore avec des revenants. Non, bah, déjà, il y a très peu de gore en fait. Dans le pilote, il y a juste quand il y a une petite bataille infectée survivante dans le parking. Sinon, on est aussi dans quelque chose d'un peu psychologique donc ouais, c'est pas le propos. D'ailleurs, les infectés, c'est pareil. C'est un environnement qu'on décrit. D'ailleurs, les infectés, c'est un petit peu la métaphore de la société d'avant, en fait, qui est en train de se mourir. Et avec nos survivants. Il faut quand même juste que je vous pitch rapidement. Je vais essayer. Donc, il y a une fuite, la fuite d'un virus dans le laboratoire. Et le gouvernement, par mesure de précaution, distribue un traitement. Et c'est l'interaction entre ce traitement et le virus qui va transformer les gens en créatures cognitivement altérées, cannibales, autophages, tout ça. Mais nos survivants sont porteurs du virus, sauf que les effets ne sont pas visibles. Et ils vont découvrir les effets du virus au fur et à mesure du récit, en fait, qui n'ont strictement rien à voir avec les infectés qu'on voit cannibales, mourants, etc. Voilà. Et donc on va s'intéresser à ces personnages qui avaient une bonne grosse vie de merde, comme il dit Martin, avant l'apocalypse, avant la fin du monde, et qui vont paradoxalement s'accomplir et trouver leur place dans ce nouveau monde, en fait, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que le reset se fait au niveau de l'environnement, de la société, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Voilà, ils vont redémarrer leur vie à zéro. Et donc on part d'un postulat assez sombre. La société s'effondre, tout le monde est dans la merde, ceux qui survivent intérieurement et puis avec l'environnement autour. Mais à côté de ça, paradoxalement, voilà, ils vont donc on va aller vers quelque chose de très lumineux au fur et à mesure de la série, en fait. C'est le but, c'est un parcours initiatique, ça parle de résilience. Il y a des choses très positives autour de la tolérance de l'autre, de la solidarité, la reconquête de la solidarité. C'est assez humaniste, quoi. On a eu envie de faire pas du post-apo juste pour voir des zombies et des infectés, des gens qui cherchent à bouffer, mais on a eu envie de faire repartir la société pour faire repartir aussi quelque part l'être humain. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je viens de dire, mais voilà, c'est un peu idéaliste, je pense aussi. C'est une espèce d'utopie. Voilà, si on détruisait tout, que seraient ces nouveaux êtres humains? C'est de ça qu'on a eu envie de parler. Et alors, comment tu abordes, toi, Il y avait une question? Non? Bon. Comment tu abordes l'écriture pour la diffusion télé et pour le web? C'est quelque chose qui est complémentaire, toi, qui est une passerelle entre les deux? Ouais. Comment ça s'intègre avec une stratégie ensuite de production? Alors, stratégie de production, je t'avoue que comme on n'est pas des producteurs... non, mais en fait, l'idée, ce serait de diffuser un web épisode entre chaque épisode. Tu vois, en fait, les web épisodes, on va s'intéresser au parcours de nos cinq personnages principaux dans la société d'avant et à reculant, en fait, jusqu'à leur enfance, leur adolescence, etc. Ce qui expliquera justement leur parcours actuel. Donc oui, l'idée, ce serait qu'il y ait un web épisode entre chaque épisode. Et je pense que ça nourrirait beaucoup comment dirais-je, oui, ça nourrirait la communication autour de la série, mais les gens aussi qui aimeraient la série et qui aimeraient voir entre chaque épisode quelque chose, tu vois, qui raconterait en plus des choses sur les personnages, mais qu'on ne verrait pas dans la série. C'est complémentaire, en fait, ce qu'on aimerait faire. Lost l'a fait, mais à l'intérieur même des épisodes. On n'a rien inventé, sauf qu'on s'est dit que sur les deux supports, ce serait intéressant et complémentaire, en fait. Donc voilà, ce serait des web épisodes de 5-6 minutes. Voilà. Peut-être une question à vous quatre, du coup, avoir votre sentiment sur... est-ce que quelque part, on assiste à une hybridation entre
l'écriture télévisuelle, enfin audiovisuelle pour la télé et le web, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore vraiment clivé de manière assez abrupte, c'est-à-dire l'écriture de contenu pour le web, enfin exclusivement destiné au web, et l'écriture télé d'un autre côté. Vous, quand vous abordez la création audiovisuelle sur vos projets, vous le faites toujours en identifiant un support de diffusion, ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des passerelles qui sont en train de se créer? Est-ce que vous arrivez à penser une espèce de transversalité quelque part entre le web et la télévision? Faut quand même être un peu web pour faire du web. Non, mais c'est-à-dire que quand même l'écriture est très différente. L'écriture télévisuelle n'est pas la même que le web, pas juste par une question évidemment de format, parce que le web c'est donc toujours 10 minutes max. Ça va de 1 minute 30 à 10 minutes. Donc c'est assez varié, et la télé c'est minimum 26 jusqu'au téléfilm, donc 1h30 ou 6 x 50, etc. Mais c'est aussi une question de public, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que typiquement le public, Thierry ou Fabien pourront en parler encore mieux que moi, mais le public qui va regarder une web-série, c'est pas du tout le même qui va regarder même un truc genre Nos chers voisins sur TF1. C'est vraiment pas le même public, et c'est pas le même rendez-vous. Donc moi par exemple, puisque tu nous poses la question à nous quatre, pour y répondre, moi je suis pas du tout très web et tout, enfin je m'y suis intéressée, le transmédia, parce que c'est normal et il faut, mais c'est pas un truc que j'ai dans le sang du tout, je sais pas faire, je comprends rien, j'ai pas du tout l'attitude d'un youtubeur, donc je sais pas, je suis pas dans la tête du youtubeur, c'est hyper dur pour moi de m'identifier. Après, évidemment, je m'y intéresse comme tout le monde, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec les formats de télé. Et puis, pour répondre à la question de quand on fabrique un truc télé, est-ce qu'on pense au dispositif transmédia? Non. Enfin, pas directement. On te demande jamais, ou on te dit jamais, tiens, ça m'intéresse ton téléfilm ou ta mini-série, si éventuellement il y a un dispositif transmédia à côté. Jamais. Ça peut venir plus tard, parce qu'on se dit, tiens, genre typiquement Baron Noir, qui est une série qui vient de commencer sur Canal, il y a un petit dispositif transmédia avec 2-3 épisodes, genre making of, un peu rigolo, qui font 2 minutes, qui sont diffusés sur les plateformes Canal Play, OTT, mais c'est pas du tout un truc qui fait partie de la création du projet. Et je ne crois pas non plus que ça va évoluer dans le mode ce sera nécessairement sur les deux plateformes, enfin sur les deux usages. Après, il y a plein de projets qui se font de plus en plus à l'initiative du producteur, généralement, enfin des créateurs ou producteurs, sur 2 plateformes différentes, genre tiens, je te vends Nos chers voisins, et puis en même temps, je te propose un dispositif transmédia, regarde, c'est trop cool. Enfin, c'est un marchandage hyper marketé, très intelligent, mais qui n'est pas à l'initiative généralement du diffuseur. Ça rejoint, effectivement, je pense qu'il y a le format et le public. C'est un épisode, en ce qui concerne notre série, donc on va dire, va faire 6 ou 7 minutes. C'est un film tout seul, il fait 6 minutes. Il a un début, un milieu, une fin, etc. Donc il est conçu en entier là-dessus. Évidemment, il est lié à l'épisode 2 qui suivra plus tard, mais comme on sait très bien que si les gens n'ont pas été accrochés par l'épisode 1, l'ont pas regardé en entier pour avoir envie de regarder le numéro 2, le 1 doit tenir tout seul. Et d'ailleurs, c'est celui-là qui sera buzzé ou pas au début. Ensuite, on arrive à l'épisode 2 en disant j'ai vu éventuellement le premier, ce qui n'est pas forcément le cas, mais j'ai envie de le regarder. Je ferai peut-être un effort de 25 secondes supplémentaires en me disant tiens, c'est nul le début, mais j'avais bien rigolé le précédent, etc. Donc nous, ça a été effectivement vendu comme ça en disant chaque épisode, c'est un film en lui-même qui fait cette durée-là. Donc effectivement, il est écrit après coup, puisque c'était pas écrit comme ça au début, nous, de cette manière-là. C'est pas un machin d'1h30 qu'on a coupé arbitrairement en morceaux et on dit il faut réadapter totalement, effectivement, pour la durée lui-même du segment. Et bon, il était déjà orienté vers un certain public dès le début.
J'ai entendu le mot intellectuel, brain, machin, plusieurs fois. Nous, c'est vrai que c'était pas tout à fait comme ça au départ, mais il y a des thèmes, il y a des belles scènes touchantes, il y a des tas de choses. Mais le public était déjà un peu était le même. D'ailleurs, c'est ce qui nous a été dit à l'antenne en disant effectivement, on comprend l'idée et on a une plateforme qui correspond à 100% à votre public en fait. Donc, ne réadaptez pas le discours de ce qu'il y a à l'intérieur, mais réadaptez plutôt le format qui va suivre quelque chose sur lequel il pourra être diffusé. Voilà, donc, mais tant mieux d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça aussi que c'était pas difficile pour nous, puisque c'était c'était facile de le réadapter en série de ce type-là. Ça, on a eu une première étape où ils nous ont dit ça ne sera pas un téléfilm, mais une série à l'antenne, et où on a écrit, je m'en rappelle même plus parce qu'il y a eu tellement de versions, je vais dire n'importe quoi, 5 fois 25 minutes. En disant, ils ont relu ça en disant ça reste toujours trop n'importe quoi, et puis on est en train de tout refondre le studio, donc 4.0, donc on vous envoie là-bas. Puis à chaque fois, êtes-vous d'accord, c'est bon, c'est bon, on va voir ce qu'on peut faire. C'est d'autant plus vrai pour la comédie ou le burlesque ou le barré ou le genre pur. Dès que ça touche un peu aux extrémités des genres, c'est très compliqué, et c'est génial qu'il y ait justement ce genre de laboratoire comme Studio ou OTT Play ou OCS, on n'en parle pas souvent, mais parce qu'il y a 3 abonnés, mais enfin ils font des super séries et ils font des trucs hyper ambitieux, drôles et tout, et franchement s'il n'y avait pas OCS aujourd'hui, il n'y aurait pas de comédie décalée en France, quoi. Donc c'est fou, quoi. On n'en est pas encore à faire notre The Office ou je sais pas quoi. Bon, il y a eu H, mais c'était il y a presque 10 ans, alors on ne peut plus trop le citer, mais... et comment ? Plus que 10 ans. Plus que 10 ans, même. 15, pardon. Ça ne rajeunit pas. Mais c'est super, et c'est hyper important que ces chaînes puissent continuer à vivre et avoir même encore plus d'argent au fur et à mesure, pour pouvoir pas faire que des 10 minutes, mais aussi des 26 ou des formats un peu plus longs, parce qu'à un moment, si vous voulez quand même avoir de l'argent public et tout, faut être dans la convention, faut être dans les clous, faut payer les gens, faut chez eux, les visiteurs du futur, on est à 14 minutes sur les... Après, évidemment, ils tentent le coup au début, tout le monde a hyper peur de qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va faire, et donc, parce que le visiteur du futur sur la même plateforme que pour nous, c'est arrêté au bout de 4 saisons, et ils sont passés à 14 minutes, j'ai pas vu la 4e saison, je sais pas s'ils étaient à 20 minutes ou autre, je pense pas, mais ils ont doublé le temps, quoi. On est passé de 7 au début aussi, même moins, à 14, 15, mais là, sur du web, ça reste un gros max quand même, quoi. Ah oui, ça c'est la diffusion télé, antenne. Après, il y a une notion dans l'écriture qui est la liberté du web. Et c'est vrai que nous, au départ, on avait écrit Mortus pour la télé. C'est-à-dire, on va essayer de viser... Et dans l'écriture, on s'est dit, bon, on va pas trop mettre de sang, on va pas trop couper de tête, parce que voilà, c'est la télé, ça va être compliqué. Et à partir du moment où on a décidé de partir sur le web, on a dit à notre auteur, vas-y, lâche-toi. S'en fout, on verra bien, on verra ce que ça donne, quoi. Et c'est ce qu'il y a dans le web, et je crois que la France est le 2e pays producteur de web-séries. Donc au-delà il y a des choses qui sont très longues, il y a des choses qui sont très courtes, mais les auteurs, ils n'ont pas de notion de production à atteindre des budgets. Ils ont une idée, ils la font, et du coup ça permet de voir des trucs fous. Alors c'est bancal, parce que des fois les acteurs c'est des potes, ça marche pas. Ou alors techniquement c'est pas abouti, mais derrière il y a des idées de dingue, et donc alors après il y a tellement de tout, il faut trier un peu, mais il y a une liberté de ton sur le web qui est assez folle, et ça c'est pas mal. Et alors espérons que comme nous on a un peu l'opportunité avec TF1, que cette nouvelle génération, comme on a dit, puisse petit à petit, et on le voit, il y en a quelques-uns, comme François Descraques qui a fait Le Visiteur du Futur, qui a commencé avec le premier épisode, c'était 3 potes, une caméra et une idée, et ils ont fini avec 200 000 € de budget pour la saison 4 qui passe, et maintenant ils sont à la télé et tout ça, mais donc il y a de nouvelles générations qui vont arriver petit à petit avec cette liberté-là. Donc si ça peut continuer, si les chaînes sont pas bêtes et comprennent un peu qu'il y a un public, parce que Le Visiteur du Futur, je sais pas combien c'est de milliers de 21 millions de clics sur les 4 saisons. C'est quand même pas rien, quoi. Ça fait quand même du monde. Et moi je les ai croisés en convention,
il parle devant 10 000 personnes. Enfin, c'est fou vraiment de voir le public qu'il y a pour ces projets-là. Donc espérons que petit à petit, ben voilà, ça va s'ouvrir. Parce que les chaînes... Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est celui de la concurrence croissante sur tout ce qui est prescription de contenu, avec l'arrivée de tous ces pure players, que ce soit Amazon, Netflix ou bientôt Google, Apple, qui proposent de plus en plus de créations originales et qui vont faire concurrence aussi à la télévision linéaire, parce qu'ils vont proposer un service qui est lui à la demande et qui répond vraiment aussi à une attente exprimée par le consommateur. Donc, est-ce que la télévision va pas à un moment donné être tentée aussi de mettre davantage de moyens sur tout ce qui est diffusion web pour s'accommoder aussi de ces nouveaux usages et répondre à des attentes d'un public qui est de plus en plus exigeant? Vous le sentez comme ça, ou est-ce qu'il y a encore des freins qui sont d'ordre culturel, économique, politique peut-être? C'est peut-être pas différents formats qui vont passer d'un endroit à un autre et tout. Le web, je pense que ça restera du web et tout. C'est plutôt, là tu parles de Netflix à l'instant, ça me fait réagir parce que le réalisateur de la première saison de True Detective vient de faire Beasts of No Nations, et c'est une production Netflix. Et c'est un film, c'est entièrement africain, sur les enfants soldats ou quoi que ce soit. C'est plutôt, on va peut-être aller prendre quelqu'un qui a travaillé, qui s'est fait remarquer pour sa réalisation sur quelque chose, et on produit sous un label quelque chose avec lui, qui normalement devrait être un film complètement indépendant, mais qui va avoir une autre visibilité. Donc ils vont peut-être pas lui proposer d'en faire une web-série ou n'importe quoi, mais avec des mêmes financeurs, on fait autre chose. Les passerelles, pour moi, elles seraient plutôt là, quoi. Non, mais ça va changer beaucoup de choses, c'est sûr, parce que... ça a changé beaucoup de choses parce que Canal+ perd des abonnés, tout court. Enfin, je veux dire, à la base, déjà, il y a des gens qui se désabonnent tous les mois. Netflix, ça y est, là, il passe la barre de, je sais pas, du million d'abonnés bientôt, donc c'est énorme. Apple, Google, tout ça, ça va arriver. Ça va changer pas mal de choses. Ça a changé. Donc l'appétence des spectateurs restera la même. Peut-être que ça va les calmer un peu sur le torrent et compagnie, mais pas tant que ça. Ça va effectivement les faire se déplacer, mais pas tout public. Personne ne peut croire dans notre milieu, malheureusement, mais que les gens de plus de 50 ans ou les gens qui regardent le service public tout le temps aillent tout de suite abandonner le système télévisuel qu'ils connaissaient du prime et le rendez-vous sacré du soir pour regarder de façon très linéaire une série sur Netflix, en plus un peu weird, genre True Detective. Enfin, c'est pas non plus... encore une fois, il y a plein de publics et il y a plein de ça. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va obliger tout le monde, les talents, les gens des chaînes, les économes, et les annonceurs, à repenser le contenu. Ça, c'est sûr. Canal+ déjà est en train de le faire, puisqu'ils perdent des spectateurs, donc des abonnés, pardon. Et ils voient bien que Netflix, c'est un peu le même genre de spectateurs, donc c'est un peu le même public, un peu masculin, CSP+, machin. Donc ils savent qu'ils doivent faire des séries peut-être avec des personnages un peu plus, des séries plus féminines par exemple, ou faire des séries plus drama, ou aller explorer du genre, la SF. Le fantastique, faire des revenants, pas un cas d'école, mais le début d'une longue série. Donc ça va être génial. Par contre, tout le monde va claquer plus de fric, parce que ça va être plateforme payante. Alors justement, est-ce que le fantastique, c'est pas le genre en général, c'est pas en train de devenir une valeur refuge aussi pour la création? Est-ce qu'on est obligé de se référer à des contenus un peu marketés comme ça, dans des codes qui orientent aussi le public? C'est un des genres les plus universels, tout simplement. La comédie, c'est le plus difficile à exporter. Le genre, c'est le plus facile. Alors, ce qui plaît le plus en télévision, je parle pas de cinéma, en télévision, c'est le polar. C'est pour ça qu'on se cogne du polar tout le temps, toutes les sauces, que ce soit les Américains, les Scandinaves, qui sont très bons aussi, et ça. Mais le fantastique, l'avantage du fantastique, c'est que c'est universel. Je parle bien du fantastique psychologique, anticipation, parce que la science-fiction, c'est encore autre chose. Mais et c'est très difficile à faire en télé parce que ça coûte de l'argent, mais le fantastique, c'est universel. Intrusion, la série
j'ai produit l'année dernière est une série qui a trouvé beaucoup de pays étrangers acheteurs parce qu'en fait c'est l'histoire d'un mec, enfin ça peut se passer n'importe où. Et c'est pas déterminé culturellement, c'est pas voilà, on n'a pas du tout envie nous de se trouver dans la situation de ce mec qui se retrouve dans une réalité parallèle où son frère est vivant. On se dit ça c'est quel que soit le pays d'où on vient. Du coup le fantastique c'est inouï pour ça. Après dès qu'il y a une spécificité culturelle, ça devient plus compliqué. Mais puis même les gens aiment ça quoi. C'est en fait l'intérêt du fantastique, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc c'est comme quand vous faites Reset. Bon, quand on regarde les décors, moi j'ai vraiment l'impression d'être je pourrais être dans le Bronx quoi, ou dans la banlieue de Tel Aviv ou je sais pas où encore. Donc en fait, ce qui est intéressant, après c'est par les êtres humains, hein, parce qu'après si on fait que du fantastique, genre avec, ça donne le dernier épisode de Star Wars. Pardon. Non mais c'est très, voilà, ça se vend bien le fantastique. Star Wars aussi. Ça semble bien fantastique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ouais. Le pilote de Reset, il y a une suite on espère, tu vois, entre 4 ans de boulot, à s'occuper de tout. Nous après on a pitché les 10 épisodes de la saison. On a notre twist. On a même le twist de la... Chut, faut pas dire qu'il y a un twist. Non. Si. Trop tard. À la fin du deuxième sens, il y a un twist. Il y a 30 personnes. Donc on a le basculement dans la deuxième saison, justement, t'en parlais tout à l'heure, quand on est sur de la longueur comme ça, plusieurs saisons, 10 épisodes, etc. Faut qu'à chaque saison, ça renvoie quelque chose de nouveau, de frais. Donc on a trouvé quelque chose d'intéressant pour la deuxième saison aussi. Donc voilà, donc on commence à réfléchir, on a même une éventuelle fin de Reset. Donc là, on a tourné le pilote. Donc voilà, donc maintenant, il faut que... Il nous faut un diffuseur, il nous faut de la thune, il faut qu'on nous laisse faire Reset. Ça va nous faire chier avec ces séries qui nous emmerdent tous. Et voilà, non, je pense qu'en plus que Reset, voilà, c'est du fantastique complètement universel. Je pense qu'il est parfaitement exportable aussi, parce que quoi qu'il arrive, ça se passe quand même en France. Donc on aura... Il y a quand même des moments dans Reset où on voit quand même bien Paris, où on verra bien la campagne française aussi. Des moments patrimoine. Ouais, il y aura des petits moments de patrimoine français qui seront cool pour les étrangers, quoi. Voilà, après, voilà, il y a quand même un aspect très sombre, de par la situation post-apo et de par aussi les personnages qui sont pas des gens qui ont eu une vie très très facile et même plutôt l'inverse. Voilà, d'ailleurs on avait croisé on avait envoyé le dossier à un producteur, je ne dirais pas le nom, il nous avait dit mais c'est trop sérieux, je sais même pas comment le vendre en France, ce projet quoi. Et il avait trouvé ça intéressant, hein. Mais il avait trouvé ça sombre. Il avait dit aussi que c'était pas possible que tous les personnages aient un background pas GG quoi, dans leur famille, dans leur... Et nous, c'est vrai qu'ils ont un passé quand même assez lourd. Mais en même temps, si on veut parler de résilience et d'accomplissement et tout, on va pas parler de personnes qui avant avaient une vie qui coud dans la société d'avant, quoi, avec une jolie famille, un bonheur accompli et tout ça, quoi. Donc voilà. Mais il y a quand même des niveaux, tous les personnages n'ont pas un lourd passé. Non. C'est à différents niveaux entre les violences conjugales et la personne qui juste a du mal à trouver du boulot. En tout cas, ils sont tous affectés et ils n'ont pas réussi à trouver leur place, parce que ça nous a beaucoup interrogés. On a du mal à trouver notre place dans cette société, c'est franchement pas évident. Et voilà. Oui, mais lui, il voulait Shaun of the Dead, quoi. Alors c'était un producteur qui fait essentiellement de la comédie. Ouais. Ah ouais, c'est un producteur qui fait beaucoup de comédie. Donc voilà, ça l'a... Oui, donc c'était peut-être pas le meilleur. C'était pas une bonne target, je sais. Mais c'est en train de changer. Ils ont fait pas que, ils ont fait du genre aussi, mais plus au cinéma. Ouais. Allez, balance les noms. Ouais. On va parler tout à l'heure. Du coup, le pilote, vous allez le diffuser au public
que à ceux qui ont mis de l'argent. Ouais, c'est ça en fait. C'est le luxe d'avoir été contributeur, même pour 15 euros. Ouais, ce sera les contributeurs et on va faire 2 projets. Vous avez vraiment montré. Il y a 2 scénarios possibles en fait. Soit la série ne se fait jamais, donc au bout d'un moment, à ce moment-là, quand on sait que ça ne se fera pas, là on le mettra en public. Ou sinon la série se fait, ce sera éventuellement un bonus dans le DVD de la saison. Ouais. Voilà. Par contre, on va faire 2 projets à Paris. Une projo avec l'équipe, justement les contributeurs, et une autre projo ouverte au public, je ne sais pas s'il y a des Parisiens. Hein. Donc ça va être dans les semaines à venir. Et après, le pilote va être diffusé, va être projeté en entier au Festival international des effets spéciaux à Montpellier, le Festival Effets Star, fin avril, et au Festival Mauvais Genre aussi. Donc le pilote, il va plus vivre dans les festivals, quoi. Ou alors quand on fera une projo sur Paris. Mais non, on ne veut pas casser le jaune dans l'œuf. Enfin, le bébé dans l'œuf. Voilà, je pense que c'est bien que ça reste pour les prods. Et effectivement, après ça, on se doit, c'est grâce à eux qu'on a tourné le pilote, on se doit de leur envoyer le pilote, quoi. Voilà, mais il n'y a rien qui grille la série dans le pilote. Il n'y a pas vraiment de spoil. La fin est chelou. Mais suffisamment chelou pour que les gens se disent pas ah ouais c'est ça en fait. Voilà, on est quand même. Non. Ah non putain on déteste Walking Dead. Ça met des heures à arriver. Non pas du tout. Non. C'est pas le cas. C'est où le festival des effets spéciaux? C'est à Montpellier. D'accord, merci. Hein? Où ça? Oui. Mais on leur a envoyé le pilote. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas de diffuseur. Voilà. J'avais une question, vous avez parlé de Star Wars. Okay. Non, vous m'avez tendu la perche. Non, c'est pas du tout un reproche. Pas du tout. On a le droit de pas aimer le dernier épisode de Star Wars. Non, mais j'ai fait aucun reproche. Non, mais je sais, vous allez comprendre tout de suite. Je taquine. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a une chose qui a très bien fonctionné dans Star Wars, c'est les produits dérivés depuis le départ. Et le genre fantastique se prête bien aux produits dérivés, contrairement aux films, je vais dire, classiques. Est-ce que, si vous avez du budget, ce serait pas une bonne idée pour chacun de vos films de proposer à votre public, et plus tard vos fans, je l'espère bien évidemment, des produits dérivés de vos différents films. Bon, je pense notamment, parce que je suis chauvin, je suis de Nancy, à Atomic Panda versus... oui, j'allais dire, ça dépend du fantastique. Bah, on est bien d'accord. Non, mais quand même, mais là, vous faites des t-shirts Monsieur Vigneron, là, j'en prends 10, quoi. Hein, voilà. Ça, c'est... Voilà. Oui, évidemment, il y a des pluches, des t-shirts, des machins. On est en train de concevoir le financement participatif, ça en fera partie. Comme on a vu aussi que ça se faisait aussi, il y aura, pour ceux qui auront mis le plus d'argent, vous pourrez avoir la série en VHS, c'est important. Si. Et des tas de choses comme ça. Et on est en train de voir même aussi avec des trucs d'import japonais pour avoir des gâteaux en forme de panda, des machins, des trucs. Voilà, donc ça c'est prévu pour évidemment le financement participatif et après tout au long de la diffusion pour... oui, il y aura de quoi faire, ouais. C'est bien, parce que c'est générateur de profit également, hein, sans tomber dans l'ultra-capitalisme. Pour nous, c'est directement lié au truc, forcément. Alors, sans oublier les coccinelles. Parce qu'il est pas... Voilà. Nous, on a déjà des t-shirts à vendre. Ah bah voilà, c'est bien. Et vous les avez ramenés ou? Alors j'en ai pas là, mais sur le site vous pouvez aller, vous pouvez commander. Voilà. Et du coup on essaie de faire alors plus que du produit dérivé, qui soit des mugs ou des trucs comme ça. Donc on a un t-shirt avec un dessin original et puis on essaie d'avoir des produits qui sont soit qui amènent un truc dans l'histoire ou qui on fait un DVD aussi qui aura avec plein de bonus, du making of, des épisodes. Un peu qui n'était pas dans la web série, donc oui c'est quand même puis le public alors du coup c'est un public qui rate pas la télé, donc mais qui achète du DVD, qui va regarder et qui suit beaucoup, donc on est dans ce projet là et des produits comme ça. Très bien. Oui. Ça pourrait être pas mal des figurines Atomic Panda. Bah oui, grave. Je note, mais oui, c'est en route aussi. Ouais. Il y en aura peut-être moins que Star Wars au début, mais on ne peut être plein d'espoir. Hein. Et puis pareil, au début, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Hein. Évidemment, on est aussi obligé éventuellement de penser à la suite par rapport au projet. Bon, là, c'est vrai qu'on peut s'amuser, quoi. Enfin, je peux pas spoiler, mais il restera du panda, mais il y aura peut-être autre chose en face, quoi.
Oui, vous avez une question? Oui, il y a des porte-clés. Il va falloir noter. Bon, on va bientôt ouvrir une boutique en ligne. J'ai une vraie question. Non, j'avais une vraie question. On a parlé du twist entre les saisons. Alors d'ailleurs, même dans le 3x52, quand on l'écrit, est-ce qu'on pense à une suite aussi toujours? Est-ce qu'on essaye de mettre une suite? Alors, sur des plus petits formats ou sur le début d'une série on y pense, et à un moment, quand est-ce qu'on s'arrête en fait dans ce genre d'écriture en série? Alors les cas sont différents en fait, c'est en fonction. Oui, bah, les cas sont toujours différents, mais je pense qu'il faut toujours imaginer, à quelques exceptions près, il faut toujours imaginer une fin ouverte, ne serait-ce que pour laisser le spectateur comme un grand, apprendre à se donner, à se faire sa conclusion. Moi, ça c'est un point de vue. On est nombreux à avoir, voilà, on est nombreux à l'avoir en tant que fabricant. Voilà. Je déteste les fins en plus où il y a une morale. C'est noir, c'est blanc, c'est machin. Après, sur Intrusion, le produit était constitué de 3 épisodes. A priori, il n'y avait pas de saison 2 parce qu'on est encore une fois dans une espèce de contre-la-montre. À un moment, c'est un peu compliqué d'imaginer et tout. Mais la fin, elle est ouverte. D'accord. Elle est ouverte parce on s'est quand même dit, tiens, on va peut-être faire on sait jamais. Et puis surtout, parce que c'est cool dans le fantastique, s'il y a bien un genre où on peut se marrer un peu, parce qu'on ne sait jamais vraiment de quoi il en retourne, de dire à son spectateur, tiens, voilà, hop, tu croyais qu'on t'avait donné tout, et en fait non. Typiquement, nous on voulait pas la fin de l'échelle de Jacob, même si c'est un de nos films cultes. La fin de l'échelle de Jacob, c'est une fin très précise, conclue, expliquée, et nous ça nous emmerdait un peu, quoi, parce qu'on s'est dit, tout ça pour ça. Voilà. Oui, c'est parce que quand il y a des tentatives d'explication à la fin d'une série, au bout de 3, 4, 5 saisons, le plus possible pour vous, j'espère. Quelquefois on est déçu en fait, on voit qu'il y a une tentative d'explication et finalement est-ce qu'il aurait même pas valu laisser ouverte la... Oui, mais il faut trouver un curseur, sinon ça donne Lost, quoi. C'est dommage, tu vois. Parce que Lost c'est brillant et c'est génial, mais ça se tient une saison sur 2, c'est chaud, quoi. Ils savent pas où ils vont, ils reviennent avec l'ours polaire 7 ans après. Voilà, donc il faut quand même trouver un curseur. Faut trouver un curseur. Les Revenants aussi, il y a eu un petit souci de un moment où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on raconte. Voilà, faut savoir un tout petit peu où on est. Le meilleur exemple moi je trouve le meilleur exemple, le mec qui sait le mieux faire les fins ouvertes tout en étant quand même dans un schéma précis, c'est Stephen King. Stephen King, que ce soit un roman d'horreur ou plutôt du gore ou plutôt du fantastique, je ne sais pas s'il y a des fans de Stephen King ici, mais ses romans sont très différents. Il est toujours dans une fin quand même ouverte, clairement fantastique, où on se dit, en fait ça se trouve tout ça c'est dans la tête d'un mec fou, quoi. Ou pas. C'est ça que je trouve cool. Intrusion, c'est un peu ça, c'est ce qu'on essaye de donner, quoi. Allez sur Arte VOD, vous verrez. S'il y a d'autres questions, on va conclure. Si, pardon, allez-y. Quelle différence vous mettriez entre justement l'écriture pour le cinéma et l'écriture pour les séries? Qui a envie de répondre? On est toujours dans une question de format, oui. Un long métrage, c'est 1h30, 2 heures avec... tandis qu'une série, ça se coupe, donc il faut la tramer. C'est une question de narration. Non, mais surtout, sur un long métrage, quand on a 2h30 ou 2 heures pour raconter une histoire, on peut commencer tranquillement, installer la narration, tandis qu'une série, il faut qu'au bout du premier épisode, il y a déjà quand même des enjeux pour que les personnes ils regardent. Il y a la télécommande, c'est ça la différence. Voilà, donc il faut qu'à la fin de l'épisode, il y ait quelque chose qui amène à regarder le suivant, parce que on peut très vite zapper et passer à autre chose. Tandis que quand quelqu'un regarde un long métrage, il sait qu'il en a pour 2 heures, il va rentrer dans une histoire. Une série, on peut vite s'arrêter et zapper, passer à autre chose, quoi. Mais on a le temps d'explorer les personnages, du coup. En fait, c'est ça que je pensais, c'est sur les séries,
on est plus dans un travail sur le développement de personnages et creuser leur problématique. Et des fois, dans le cinéma, c'est plus sur des idées. Oui, et puis d'ailleurs, le cinéma n'est pas exempt de problèmes aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, on voit bien que soit il y a les films de studio, soit les films complètement d'auteur, un peu avec une narration beaucoup plus lente. Enfin, bon, on s'y retrouve difficilement en série. On a les séries d'action, les séries de drama, mais on essaye toujours de créer quand même quelque chose de mystère. Il faut fédérer, quoi. Sinon, le mec, il revient pas et c'est fini, quoi. Donc en fait, c'est pour ça que tout le monde veut faire de la série, hein, parce qu'on a le temps d'explorer les personnages, c'est hyper excitant d'aller... on a envie d'être avec eux, quoi. Alors même qu'on vous raconte des trucs parfois avec des anti-héros terribles, hein, qui ici... bon, Breaking Bad, je pense, fait l'unanimité, mais il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais ils ont raison, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais Walter White, c'est quand même un personnage franchement très immoral, quoi. Qui fait des trucs horribles, qui traite mal sa femme, les gens qui bossent, tout ça, il s'en fout, et pourtant on a envie de le suivre pendant 6 saisons, donc c'est la magie de la série, quoi. Quand on envoie une série à un diffuseur, on n'envoie pas que le scénario, on envoie une bible, c'est-à-dire dans laquelle il y a obligatoirement présentation des personnages, arche narrative et tout ça, ce que vous ne faites pas quand vous envoyez scénario de film. Un petit peu, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'arche, de trucs, c'est pas aussi développé, quel décor récurrent on va utiliser, enfin patati patata, quand c'est vraiment dans une série où il y a des lieux qui se répètent, donc on voit bien que c'est pas développé de la même manière. Après l'écriture elle n'est pas non plus... moi j'écris des courts-métrages à côté, des longs, j'ai pas la sensation d'avoir un travail d'écriture aussi différent que ça. Le traitement des personnages, les arcs narratifs, les enjeux... On a des schémas faits par des techniciens du scénario que tu peux autant utiliser dans le cinéma que dans la télé. Après oui, c'est vraiment la différence, c'est le travail de développement en fait. Vraiment, je pense la plus marquée dans l'écriture. Parce que c'est une écriture de développement des persos, du récit, Tu vois ce que je veux dire? Au départ, on fait tout ça. Vous dites la même chose. Vous complétez. Bien, écoutez, merci pour toujours envisager de faire une table ronde sur l'écriture de fiction, genre confondu. Merci à tous, merci, bravo et bonne continuation avec vos projets. On vous souhaite beaucoup de réussite. Très bonne continuation de festival à vous tous. Voilà, merci.